Beaucoup d'entre vous n'ont pu échapper à ce 200e anniversaire de la naissance de Flaubert, et on peut dire que durant toute l'année 21, ce pauvre Flaubert a été gratté jusqu'à l'os. Ce Flaubert, dont d'ailleurs, peut-être que c'est une référence qui ne plaira pas à tout le monde, mais peu importe, dont Philippe Solers disait qu'il était le Newton, l'Einstein de la bêtise, qu'il avait vraiment inventé même la bêtise, la notion de bêtise. Alors, nous déjeunions il y a quelques instants à quelques-uns, et nous nous posions la question de savoir quelle image, comment représenter la connerie. Et je me disais, non, la connerie, je ne vois pas comment on peut représenter la connerie. On peut représenter le beauf, comme l'a fait un caricaturiste dont vous vous souvenez sans doute, Rézère, hein, c'est-à-dire à la fois misogyne, raciste, vulgaire, mais la connerie au sens où je l'entends, avec Flaubert et d'autres, c'est autre chose. Et on en trouverait quelques représentations, peut-être au XIXe siècle, dans des caricatures de Carandache, par exemple, puisque, en fait, au XIXe siècle, la connerie, c'est plutôt une attitude, une pose, hein, c'est le bourgeois qui prend la pose et qui pérore. C'est de cela que je vais évidemment parler. Le problème, c'est que de parler de la bêtise ou de la connerie, et vous verrez que très vite, je vais les confondre en donnant au mot bêtise l'acception de connerie, telle que je l'entends. Donc je dis que le difficile, et c'était déjà, je me réfère à Roland Barthes, c'était déjà Roland Barthes qui le soulignait, comment épingler la bêtise sans se déclarer intelligent. Là est le piège. Roland Barthes, d'ailleurs, qu'il disait que la bêtise était au fond sa seule peur. Je pense aussi, très très vite, hein, c'est des petits pointillés, à Nathalie Sarraute, à propos justement de la bêtise-connerie. Aucun de nous n'est à l'abri. Et dans certains de ses livres, elle montre que la bêtise, pour s'en exempter, il faudrait presque la prendre avec des pincettes, avec des guillemets. On le verra chez Flaubert d'ailleurs, cette ironie, hein, prendre le propos, tenir un propos sans le prendre à son compte. Donc l'ironie, les guillemets bien évidemment, et Nathalie Sarraute disait que c'est formidable, on peut prononcer une phrase bête ou conne, et puis, virgule, et c'est le titre d'un de ses ouvrages, disent les imbéciles. Comme ça, vous vous exemptez de la bêtise que vous êtes en train de formuler. Ou Musil, pour en discuter, c'est peut-être pas une bonne méthode, mais en tout cas, c'était celle que proposait Nathalie Sarraute. Musil, qui a écrit un ouvrage sur la bêtise, disait « Nous sommes tous bêtes à l'occasion ». Voilà, fin de cette rapide mise en place en pointillé. Je dois avouer qu'il m'arrive parfois, la violence verbale peut-être en moins, ou, ce qui est encore pire, la résignation en plus, de me sentir très proche du Flaubert qui, en 1855, donc il est très jeune à l'époque encore, écrivait à son meilleur ami Louis Bouilhet, et je le cite, « Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m'étouffent, il me monte de la merde à la bouche comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la durcir. J'en veux faire une pâte dont je barbouillerai le XIXe siècle comme on dore de bousses de vache les pagodes indiennes. »
voyez la véhémence, la violence du ton de Flaubert. Donc je vous disais, je me sens souvent proche de lui, violence verbale en moins. Et je me sens aussi proche du Flaubert qui terminait ses lettres par ces mots, et, alors je le cite, « Et comme disait saint Polycarpe, Dieu, dans quelle époque m'as-tu fait naître ?» Je crois qu'il y a peu de jours où je ne me dis pas, comme saint Polycarpe, Dieu, dans quelle époque m'as-tu fait naître? Et il m'arrive d'entendre le rire énorme de Flaubert. Ce rire qui était célèbre, tous ses amis connaissaient le rire de Flaubert, un bruit. Et d'ailleurs, ce bruit énorme, il l'orthographiait, énorme avec un H, H, E accent aigu, N-A-U-R-M-E, rire énorme, pour en rendre toute l'intensité sonore. Et j'éprouve cela, moi aussi, j'entends le rire énorme de Flaubert. Et je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, comme en arrière-fond d'une anecdote rapportée par un chroniqueur de France Culture, dont je tairai ici le nom, que j'aime bien par ailleurs, mais je tairai son nom, qui, ayant suggéré à une, l'orthographe est en train de se révolutionner, donc qui ayant suggéré à une édile de la ville de Strasbourg, où il se trouvait, de rendre hommage à Gisèle Halimi, s'est vu répondre « Ah, très bonne idée, je vais organiser un fémage ». Ça m'a pris quelques secondes avant de comprendre, n'est-ce pas, ce que pouvait bien être un fémage. Évidemment, s'il y a des hommages, il y a des fémages. Et oui, dans hommage, Horresco référence, il y a homme, même si l'effacement de l'historique du mot nous l'a fait depuis longtemps quelque peu oublier. Et donc, je ressens souvent la même colère que celle que Flaubert exprimait dans une lettre à Maupassant. Et je le cite. « Je ressens, et voilà, qu'au nom de la moralité, il faudra un jour supprimer les classiques grecs et romains, et aussi Shakespeare, et Goethe, et Cervantes, et Rabelais, et Molière, et La Fontaine, et Voltaire, et Rousseau, et non content de cette épuration, il faudra aussi supprimer les livres d'histoire qui souillent l'imagination. » J'espère que vous entendez dans ces propos, écrits par Flaubert, à son ami Maupassant, comme une sorte de belle préfiguration de ce que nous appelons aujourd'hui la cancel culture, qui, à mes yeux, est un des signes de la connerie contemporaine. Allez, il faut déboulonner Voltaire. Eh bien oui, ses parents avaient fait fortune dans la traite négrière. On le déboulonne. Ah, il faut déboulonner Colbert. Ben oui, parce qu'il avait participé à la rédaction du Code noir, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce d'actualité finalement de Flaubert. On est très étonné de voir comment ce 19e siècle consonne avec notre 20e siècle. Alors, ce coup de gueule poussé, il faut quand même que je réponde au cahier des charges et que j'en vienne à la connerie, et que j'essaie de m'attaquer à ce monument, car la connerie est un monument, à ce monument inébranlable contre lequel, sous le terme de bêtise, Flaubert s'est acharné. Je le cite, « Je connais la bêtise, je l'ai étudiée, c'est là l'ennemi, et même, il n'y a pas d'autre ennemi. Je m'acharne dessus dans la mesure de mes moyens. L'ouvrage que je fais
et il s'agit là de Bouvard et Pécuchet, pourrait avoir comme sous-titre « Encyclopédie de la bêtise humaine ». Alors, petite parenthèse, en fait, mais je ne m'étends pas là-dessus, sur Bouvard et Pécuchet, ils se trompent, ce ne sont pas du tout des cons. On peut dire qu'ils sont un peu simples, parce que ce ne sont pas des cons, parce qu'au contraire, ils expérimentent, ils doutent, ils s'interrogent. Hein. Comme le disait Queneau, au fond, ce qui leur manque, c'est la méthode. Mais ne sont pas... au contraire, ils sont prêts à apprendre, ce qui est exactement le contraire, ce qui est une disposition absolument contraire à ce que j'appelle la connerie. Et il pensait aussi à ce dictionnaire des idées reçues qui devait compléter Bouvard et Pécuchet. Dernier point, et pour ne pas trop y revenir, pour ne pas alourdir mon propos, je voudrais maintenant que vous acceptiez avec moi, c'est comme une espèce de règle d'un jeu qu'on va jouer ensemble, que la bêtise telle que la conçoit Flaubert, et quand je dis Flaubert, ce sont les écrivains, les penseurs, etc. de sa génération, et encore de la première moitié du XXe siècle, la bêtise telle que la conçoit Flaubert correspond à ce que nous appellerions aujourd'hui la connerie. C'est pour ça que j'utiliserai par ce terme qui est le sien, comme celui de Musil, de Barthes et d'autres, le terme de bêtise, parfois en disant bêtise-connerie. Hein, on a un seul mot valise. Toujours Flaubert. Nous ne souffrons que d'une chose, la bêtise. Mais elle est formidable, et entendez bien, connerie, mais elle est formidable et universelle. La passion de Flaubert, ce qui le fascine et l'enrage, ce qui le met en fureur et le rend malade, c'est la bêtise-connerie, dont il est un des tout premiers à explorer dans son œuvre l'étendue sans limite. D'autres s'y emploieront, mais peu mettront la même ardeur haineuse à la traquer. Connerie. Au temps de Flaubert, le mot n'existe quasiment pas. Il n'est attesté ni dans le dictionnaire de l'Académie, ni dans le Littré, ni dans le Grand Larousse du XIXe siècle. Et le Robert en fait remonter l'apparition justement à une lettre de Flaubert à son ami Ernest Chevalier, datée de 1945. Je vous en lis un extrait très rapide, parce que par là-dessus je m'étonne particulier. Il est avec son copain, ils sont près des Andelys, ils se font une petite virée entre jeunes gens. Jeudi, en revenant de Paris, dans le chemin de fer à Gaillon, j'ai revu la place où nous avons trouvé un jour un boyau de mouton neutralisé sans odeur. Comme il y a longtemps de ça, pauvre vieux, sais-tu que c'était un de mes plus beaux voyages de Pâques aux Andelys, et la prodigieuse vigousse de blagues que j'avais alors. Quelle pipe, quelle connerie, etc., etc. Alors, le mot connerie qui apparaît ici, évidemment, on le comprend, tout le contexte le laisse à le penser. Hein, ce qu'il appelle conneries, ce sont des propos lestes, des propos grivois, des propos en rapport avec la baise, des propos qui bravent l'honnêteté, des propos qu'on tient entre jeunes gens. Je n'épilogue pas sur la misogynie très réelle de Flaubert, ce n'est pas le sujet. Des propos, donc, où la matrice du mot « con » s'entend encore. Ce qui, avec l'entrée du mot « connerie » dans l'usage courant, c'est largement dissipé. Con, comme insulte, apparaît au milieu du XIXe siècle dans les dictionnaires d'argot. Et d'ailleurs, ça serait intéressant sur la misogynie, je vous renvoie à l'éducation sentimentale, qui est tout de même un chef-d'œuvre, où il y a un club, le club des femmes, et où il y en a une qui s'émeut de quelques petites avances que les hommes osent leur faire. Alors, petite parenthèse encore, dans leur volonté de rectification de la langue,
on peut s'étonner que certains courants radicaux du féminisme n'aient pas proposé pour désigner cette forme de bêtise, connerie, un vocable qui ne stigmatiserait pas uniquement le sexe féminin. Pourquoi pas, me suis-je demandé, biterie. D'ailleurs, on peut dire con comme une bite. Hein. Pourquoi pas biterie? Alors, évidemment, c'est pas très harmonieux. C'est pas très harmonieux, mais vous reconnaîtrez que fémage, non plus. Hein. Alors, il y aurait la connerie qui serait réservée, ou qui serait le fait des femmes, et la biterie qui serait réservée, ou qui serait les faits des hommes. Ayant été invité, petite aparté, ayant été invité à la première manifestation féministe du 8 mars, à l'époque, le grand amphithéâtre de la Sorbonne était plein, une oratrice, maintenant aujourd'hui ça paraît, mais tellement désuet comme proposition, qui s'appelait d'ailleurs Luce Irigaray, s'offusquait de l'accord au masculin du participe passé lorsque il s'accorde un nom féminin et masculin. Et donc elle proposait, n'est-ce pas, elle proposait que on devrait changer la règle et qu'il y aurait une année l'accord se ferait au masculin et une année, l'accord se ferait au féminin. Manque de peau, je suis assez dissipé, comme ceux qui me connaissent le savent. Manque de peau, mon micro était ouvert, et je dis, dans un aparté à ma voisine à la tribune, ah bon, si je comprends bien, il y aura des années pères et des années mères. Tout l'amphi se marre, et voilà comment on se fait un ennemi, etc. Alors, la langue dispose bien de couillonnade, mais abrégée souvent en couille, faire une couille, son champ sémantique ne recouvre pas exactement celui de la connerie. De même, un couillon n'est pas psychologiquement et comportementalement parlant la même chose qu'un con. D'ailleurs, petit couillon, c'est plutôt affectueux. Fin de ces préambules. Ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas 2 heures. Dans une conférence prononcée à Vienne en mars 1937, et qui avait pour titre « De la bêtise », Robert Musil commença son propos par cette question abyssale « Qu'est-ce qu'au juste que la bêtise ?» Eh bien, cette question, c'est la nôtre. Hein, c'est la nôtre pour peu qu'on la comprenne, et j'insiste encore par souci d'éviter les malentendus, que ce que Musil, comme Flaubert, comme Barthes, etc., entendent par bêtise correspond à ce que nous appelons la connerie. Alors, Musil pose d'entrée de jeu la question de la définition de la bêtise, connerie, pour la laisser ouverte. Car la bêtise, connerie, est-elle définissable? Peut-on la définir? Eh bien, je dirais non. Et voilà un peu mon hypothèse. La connerie, la bêtise, connerie, ne se révélant, ne se manifestant, ne s'avérant qu'en acte, surtout illocutoire, comme l'ont très bien compris Flaubert, Barthes, Musil, etc., il n'y a que des preuves de connerie. On ne la reconnaît qu'à ses preuves, qu'à ses manifestations. Flaubert a découvert la bêtise. J'ose dire que c'est là la plus grande découverte d'un siècle, si fier de sa raison scientifique. C'est Milan Kundera qui écrit cette phrase dans L'art du roman. Eh bien, moi je la reformulerai, cette phrase. Au lieu de dire d'un siècle si fier de sa raison scientifique, je dirais en un siècle si fier de sa raison scientifique, Flaubert a découvert la bêtise de la raison. De la raison suffisante, pas dans le sens où l'entendait Kant, mais dans celui ordinaire où l'adjectif suffisant signifie arrogant, autosatisfait, content de soi. Car c'est ça la vraie connerie.
l'autosatisfaction, hein, et un but de soi-même. Allons plus loin. Il a découvert, Flaubert, cette forme de bêtise propre à un siècle positiviste qu'est la suffisance de la raison. De la raison d'autant plus suffisante qu'elle croit se suffire à elle-même. Nous savons ce que ça donne, ce que ça a pu donner. Et, là je vais très vite, parce que vous connaissez les textes, elle s'incarne tout particulièrement dans le bourgeois béotien, ennemi des arts, qui croit au progrès, type M. Homais, le pharmacien gonflé de certitude de Yonville. Vous savez, M. Homais parlait. Hein, on voit cette attitude, n'est-ce pas, tandis que Frédéric admire le paysage, regarde le profil de Madame Arnoux, est plein de romantisme. Mais non, il parlait. Et surtout, dans Monsieur Homais et Arnoux aussi, qu'est-ce qu'il fait quand il est sur le bateau? Au lieu de regarder le paysage, il compte combien de fois le piston de la machine à vapeur monte et descend, etc. Ce que j'appelle la raison suffisante. Cette bêtise qui n'a rien à voir, et là aussi j'insiste, avec quelques déficiences mentales que, ironie, les tests psychométriques mesurent, et qui sont les premiers à faire partie de cette connerie, elle n'a rien à voir avec idiotie, imbécilité, stupidité. Comme la bêtise stigmatisée par Flaubert, la connerie n'est pas l'antonyme de l'intelligence. Elle fait même bien souvent bon ménage avec elle, surtout lorsqu'elle est autoproclamée. Chez Flaubert, dans l'éducation sentimentale, elle a même son club, le club de l'intelligence, création de la Révolution de 1948, où pérorent les cons en prenant des poses avantageuses, ce qui est la marque de la connerie. Je ne veux pas être trop longue, mais j'avais une citation d'un club de l'intelligence. Les applaudissements, alors c'est quelqu'un qui dit qu'il faut plus de ceci, plus de cela, plus de... oui, voilà. Le plus utile d'ailleurs n'était pas cela. Il fallait d'abord passer le niveau sur la tête des riches. Et il les représenta se gorgeant de crimes sous leur plafond doré, tandis que les pauvres, se tordant de faim dans leur galetas, cultivaient toutes les vertus. Les applaudissements devinrent si forts qu'il s'interromput. Pendant quelques minutes, il resta, et voilà l'attitude de la connerie ou du con, pendant quelques minutes, il resta, les paupières closes, la tête renversée et comme se berçant sur cette colère qu'il soulevait. Puis il se mit à parler de façon dogmatique, en phrases impérieuses comme des lois. Voilà un exemple, entre autres, in situ, si j'ose dire, dans le club de l'intelligence. Eh bien, c'est donc cette bêtise connerie qui enrage Flaubert, qui écrit toujours « La bêtise doit rendre enragé, et Hugo doit être bête, car la bêtise ne l'enrage pas. Il lui aurait fallu écrire les châtiments comme un pamphlet contre la bêtise et non comme une attaque contre Badinguet, c'est-à-dire contre Napoléon le Petit, contre Napoléon III. La bêtise est insupportable à Flaubert. Elle le blesse, elle le fait souffrir. Comme, pense-t-il, c'est lui qui le dit, Molière souffrait, et je le cite, des diafoirus. Ces médecins imbus d'eux-mêmes qui vous disent « Ah, et voilà pourquoi votre fille est muette ». On ne sait toujours pas pourquoi, mais enfin, bref, et avec force mots latins, n'est-ce pas, au milieu de leur phrase, voilà pourquoi elle est muette. Donc, comme dit, elle le suffoque, et il dit « Comme Molière souffrait des diafoirus et des tartuffes qui lui entraient par les yeux de la cervelle ». Je crois qu'il aurait pu ajouter à la liste les trissotins, n'est-ce pas, les triplements sots, qui sont véritablement le portrait même, l'incarnation même de la connerie.
Cette bêtise-connerie, elle le suffoque, elle l'indigne, même si la conscience que, et c'est ça qui retord chez lui est intéressant, sinon ça serait trop simple, même si la conscience que c'est imbécile de s'indigner contre la connerie, car autant s'indigner contre la pluie. Cette connerie, c'est celle de M. Prudhomme, le héros de Henri Monnier, qui, avec grandiloquence, dans un de ses discours, fait naviguer le char de l'État sur un volcan. Voilà la connerie. Que faire? Que faire contre cela? Eh bien, le dictionnaire des idées reçues donne un avis. Tenez contre. Mais cette réaction est elle-même une forme de bêtise-connerie, d'où la place qu'elle occupe dans le dictionnaire des idées reçues. Car les cons seraient les premiers à en adopter le projet. Connerie, tenez contre. Ah oui, tenez contre. And so what? La bêtise, tenez contre. Vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle en découvrant sur un char l'inscription « Mort aux cons ». Alors, cette haine de la bêtise, elle a été largement partagée à l'époque. Blois, Rimbaud, Villiers de l'Isle-Adam, etc., etc. Bon, je ne décline pas, vous le savez aussi bien que moi. Mais revenons un peu en arrière dans l'histoire. Si le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, en sa première moitié, n'égratignent pas cette forme de bêtise, connerie, qu'il nomme la sottise, ou s'il ne l'égratigne que dans les comédies ou les études de mœurs, les comédies de Molière, ou les caractères de la Bruyère, etc., etc., c'est qu'elle n'est encore, et je m'achemine vers la question fondamentale pour moi, sur laquelle je terminerai, du danger de la connerie. C'est, donc, s'ils ne font que l'égratigner, c'est qu'elle n'est encore qu'un travers individuel qui fait sourire les sots. Si le XIXe siècle, qui est celui de la découverte de la démocratie, va lui porter tant d'intérêt, c'est qu'avec la montée en puissance du pouvoir de l'opinion, elle devient une redoutable force politique. Je vous le montrerai en conclusion en prenant un exemple dans l'éducation sentimentale et un autre dans Beauvoir et Pécuchet. Vox populi, vox dei, adage de la démocratie, qui, en conclusion du conte éponyme de Villiers de l'Isle-Adam, est traité de belle connerie. Car la démocratie a fait de la voix de Dieu celle des cons, des sales cons, car la connerie s'allie à l'étroitesse d'esprit. Voir celui qui l'a le mieux compris, c'est Sartre, le plus flaubertien de tous nos philosophes, qui traite les bourgeois de Bouville pleins de suffisance des salauds. Et il serait intéressant ici de revenir à ce magnifique passage de La Nausée où on voit Roquentin se promener dans la galerie des portraits de notables du musée de Bouville et où il voit tous ces notables si pleins d'eux-mêmes, si satisfaits d'eux-mêmes, si sûrs de leur bon droit, si en paix avec leur conscience. Les salauds. Si nous cherchons le mot bêtise dans un dictionnaire grand public, nous trouvons défaut d'intelligence, de jugement, de bon sens ou des notions les plus communes. Or, comme je vous l'ai déjà dit, et j'y insiste, la bêtise-connerie n'est pas synonyme d'inintelligence. On peut avoir un entendement qui fonctionne bien, c'est-à-dire selon les lois de la logique, et être bête con, être con. Un con peut avoir de l'intelligence, des connaissances, des diplômes, et occuper une position sociale élevée. Nous en connaissons tous. Car ce n'est pas au QI
que se mesure la connerie, mais au contentement de soi. Le con est gonflé de son importance. Il est sûr de lui, il est péremptoire, il est dogmatique, il est rétif à la critique, il est arrogant. Ce qui fait dire à Mouzil, qui, comme beaucoup, je vous l'ai dit, de ceux qui ont écrit sur la bêtise-connerie, s'inquiétaient de la leur, nous sommes tous bêtes à l'occasion, que la meilleure façon de s'en prémunir de la connerie, c'était l'humilité. L'humilité. La bêtise, connerie, est butée. On ne peut la déloger de ses certitudes. La bêtise-connerie est sûre d'elle et cherche à voir le dernier mot à l'aide de quelques lieux communs ou de quelques évidences assénées avec pédanterie. Voir Flaubert, la bêtise, c'est de conclure. Ou Barthes, qui parle des langages idéologiques qu'il considère comme une forme de connerie. Le parler marxiste, pour qui toute opposition est de classe. Le parler psychanalytique, pour qui toute dénégation est aveu, etc., etc. Je dirais, pour pasticher, on en parlait dans la voiture, mais d'une autre citation, je dirais pour pasticher une réplique de Michel Audiard. La réplique de Michel Audiard, c'est « les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît ». Eh bien moi je dirais « les cons, ça ne doute jamais, c'est à ça qu'on les reconnaît ». La bêtise-connerie se reconnaît en effet à une tranquille assurance. La figure de rhétorique dont elle émaille ses discours, c'est la tautologie, figure qui dispense d'avoir des idées, tout en clouant le bec à l'autre, et que Barthes qualifie de sécurité absolue du néant. Je vous donne un exemple. Villiers de l'Isle-Adam. Les affaires sont les affaires. Eh ben oui, ma brave dame, que voulez-vous? Les affaires sont les affaires. Qu'est-ce qu'on va ajouter à ça, hein? Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ou bien, on prend un air aspiré hein, dans ces moments. Ah bah oui, les affaires sont les affaires, que voulez-vous? Ou bien, Barthes, Racine, c'est Racine. Et derrière Racine, c'est Racine, il faut entendre, derrière le vide de cet énoncé, le « on aura beau dire ». On aura beau dire, Racine, c'est Racine. Péremptoire, caractéristique de la connerie. Donc, sa grande force réside dans son inertie. Encore Flaubert. La bêtise est quelque chose d'inébranlable. Rien ne l'attaque sans se briser contre elle. Elle est de la nature du granit dur et résistant. Ou Barthes est bête, ce qui est consistant, insécable, indécomposable. Racine, c'est Racine. Eh ben oui. Et que vous voulez ajouter à ça hein bon. Ou bien Sartre est bête. La phrase dont la rigidité mécanique exclut toute relation vivante avec la situation. J'arrête là ce florilège. Pour terminer sur ce que j'annonçais, parce que jusqu'à présent on a plutôt envie de rigoler, quoique le danger de la connerie. Cette, soi-disant, cette rigidité, cette inertie, il ne faut pas trop s'y fier. Car la bêtise est active, agissante, nocive, du fait du nombre croissant de ceux qui en parlent la langue. Et c'est cela qui enrage Flaubert, Barthes, Sartre contre elle. Petite expérience. Et c'est ma conclusion. Je ne sais pas, j'ai été trop longue. Hein. J'ai encore 5 minutes? Oui, ça sera fini. Ouvrons ensemble, on a feuilleté comme ça, ouvrons ensemble le dictionnaire des idées reçues, à la lettre B. Alors, entre braconniers, et je cite, braconniers sont tous forçats libérés, il faut les accuser de tous les crimes commis dans les campagnes, doivent exciter une colère frénétique, pas de pitié, monsieur, pas de pitié.
Cependant, c'est à eux que l'on s'adresse lorsque l'on veut un chien de chasse. Donc, entre braconniers et bretons, toujours lettre B, tous braves gens, mais entêtés. Donc, entre braconniers et bretons, il y a une autre entrée, l'entrée bras. Et je vous la lis. Pour gouverner la France, il faut un bras de fer. Vous entendez le ton péremptoire, arrogant? Moi, monsieur, vous voyez au bistrot, moi, monsieur, je vous le dis, pour gouverner la France, il faut un bras de fer. C'est le dictionnaire des idées reçues. La connerie, ou la bêtise de ce propos de haute politique tient évidemment à son vide. À quelle situation historique de la France s'applique-t-il? Quel savoir sur la politique et l'art de gouverner s'y exprime? De qui est-il l'énoncé? Etc., etc. Sorte de flatus vocis. Maintenant, fermons le dictionnaire des idées reçues et entrons dans un salon bourgeois contemporain de Flaubert. Avec le dessert, on se laisse aller à parler politique. Et l'un des convives, avec ce ton magistral qui caractérise la connerie, prend la parole pour dire, je cite, qu'il voudrait pour gouverner la France un bras de fer. Maintenant, quittons Paris pour un bled normand qui répond au nom ridicule de Chavignol. Au cours du dîner, le maire, gonflé de son importance, prend lui aussi la parole. Je cite, « Je ne fais pas de discours, moi, je ne suis pas un journaliste, et je vous soutiens que la France veut être gouvernée par un bras de fer. » Eh bien, à ce moment-là, il y a un monument de communion dans la connerie. Tous réclamaient un sauveur. Phrase suivante, « Ils absorbaient des liqueurs et la cendre tombait sur le capiton des meubles. » Et c'est ainsi que la France, nous sommes tout de suite après les journées de juin 48, et c'est ainsi que la France sera gouvernée, non par le bras de fer, mais par la connerie qui l'a intronisée. Car la connerie, tant qu'elle reste cantonnée dans l'espace privé de la conversation, est un acte de sociabilité plus ou moins ridicule. Mais lorsqu'elle est couchée sur un bulletin de vote, c'est un acte politique redoutable, et je crois que, du coup, on peut comprendre Flaubert et tous ceux que j'ai cités. Bravo, bravo. Je vais me faire un bourgeon. Bonsoir. Je vais me faire un bonjour. petit bourgeon. Voilà, François boit un petit coup. Je pense, j'espère que c'était assez clair le fait que j'ai, vous voyez, parce que le mot n'existait pas à l'époque, que je n'ai parlé que de cette forme de bêtise qui est la connerie. Hein, j'espère que vous l'avez bien entendu. Pardon, j'arrive à l'ouvrir, toi. Voilà. Merci. Bien, alors, j'imagine qu'il y a peut-être quelques questions dans la salle. Ah, bon. J'imagine, alors, bonjour. 1, 2, 1, 2, ça y est. Voilà, vous avez peut-être des questions à poser à Françoise Gaillard. Elle a fait le grand plaisir de venir ce matin. Je sais qu'elle n'a pas beaucoup dormi pour pouvoir être avec nous. Je la remercie. Et je remercie bien sûr la bibliothèque, les archives de nous accueillir dans le cadre de cette semaine de la pop philosophie consacrée aux constellations de la connerie. Alors, j'arrête là, mais peut-être vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Une question. Madame. Ce n'est pas une question, c'est une constatation. Merci, allez-y. Madame a terriblement préparé son speech. Et ça, c'est un grand régal. Elle était totalement dans le sujet. Et elle nous a offert un moment absolument délicieux. Comme quoi, la connerie, ça peut avoir du bon.
Merci, merci. Vous êtes trop gentil et merci, merci beaucoup. Mais en même temps, c'est vrai, parce qu'on a envie de souffrir avec Flaubert, mais il le dit aussi de manière tellement extraordinaire. Et vous voyez, et vous avez bien compris le problème, quand on passe de l'énoncé vide, creux, il faut un bras de fer pour... bon, oui, d'accord, il faut aussi baisser les impôts, il faut donner l'argent des riches aux pauvres. Bon, peu importe. Mais quand tout d'un coup, en situation sociale et politique, la phrase est reprise, et c'est ça qu'ils ont senti avec le passage à la démocratie, que la connerie serait maître du jeu. Monsieur, je crois, vous avez une question? Oui, pardon. Oui, je voulais simplement faire une petite remarque de détail, puis ensuite plusieurs questions. La remarque de détail, ça concerne Colbert, qui est un type assez antipathique probablement et qui ne s'intéressait pas beaucoup à la naissance du peuple, mais il me semble que son application dans le pouvoir est la source d'une erreur, que c'est son fils qui était dans cette affaire-là. Pardon, je vous entends très mal. Excusez-moi, on n'entend pas bien. Que c'était son fils? Il semble que c'était le fils de Colbert qui a été impliqué dans l'écriture du Oui, oui. pas Colbert. Ça, on veut déboulonner la scène. Oui, mais en ce moment, si vous voulez, il y a eu une espèce d'amalgame qui s'est fait et qui va dans le sens de ce manque de nuances qu'est la cancel culture. Et à ce moment-là, bah, allons-y gaiement. Hein. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Déboussolons. Et déboulonnons, surtout. Déboulonnons. Bon, ça c'est un détail, mais je voulais vous poser une question, parce que je vous remercie pour votre exposé, parce qu'il est très intéressant et votre conclusion est remarquable, parce qu'on voit qu'en fait la connerie c'est un même sérieux commun. Oui. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais le fait qu'elle arrive au XIXe siècle, alors, on peut le lier à la démocratie, à l'importance de l'opinion publique, etc. C'est vrai, mais la question que je me suis posée, je vous pose, c'est est-ce que c'est pas lié aussi au développement des sciences dans une dimension très technologique, très sciences appliquées? Parce que je me rappelle, à la faculté, on parle des sciences dures et des sciences, on dit pas c'est des sciences humaines, mais la science dure, est-ce que ça va avoir la dureté de la connerie dont vous parlez? Est-ce que le fait que l'esprit humain se développe comme ça vers une dimension très opératoire, est-ce que ça a à voir avec... Absolument. Vous avez raison et merci de poser la question. Oui, parce que vous avez très bien compris, évidemment, le rapport entre cette connerie et ses effets politiques avec le développement de la démocratie. 17e, 18e, ça reste simplement la sottise dans les salons, le ridicule, etc. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par parler de la connerie comme suffisance de la raison. Et tout d'un coup, et un personnage comme M. Humet, qui n'est pas du tout un imbécile, au sens où on dirait il est idiot, etc., pas du tout. Lui, il est un homme de ce temps, du progrès, je dirais, des sciences et de la technologie, et il croit dur comme fer à la raison en tant que telle. Elle est suffisante. Comme lui-même, d'ailleurs, est un personnage suffisant, parce qu'il s'appuie sur la conviction de quelque chose de suffisant dans la raison. Donc ça va effectivement ensemble. Hein. Et ça, merci de le faire remarquer. Hein. D'ailleurs, lui, il fait toujours des exposés, n'est-ce pas, sur les progrès des connaissances dans le domaine de la pharmacopée, dans le domaine de la médecine, dans le domaine des transports, etc. Donc c'est aussi ça la connerie, c'est de s'appuyer sur la suffisance de la raison et sans remettre en cause justement la question de la raison. Et là, merci de le souligner. Pardon. Une question. Voilà. Voilà. C'est juste une précision, le dessinateur qui a inventé le gouffre, c'est Camus. Ah, c'est Camus, pardon. Parce que moi, je vois toujours Rézeur avec le grand bide, les couilles à l'air et poilu. C'est Camus, le gouffre. Bon.
suis pas très experte et je voyais toujours les Rézère, vous voyez, je voyais toujours le personnage de Rézère avec les couilles qui sortent de son calbar, poilu, etc. Excusez-moi. Merci. Ça, c'est le gros dégueulasse. Oui, c'est le gros dégueulasse. Mais à propos de ce que vous disiez, quand Sartre les appelle des salauds, parce que quand il regarde, il y a certains passages dans La Nausée où on se dit qu'il avait un talent d'écrivain, qu'il aurait peut-être dû continuer dans cette veine. Et quand il passe en revue la galerie des portraits des notables de Bouville, il voit le juge qui a fait guillotiner un certain nombre de condamnés sans sourciller, et qu'il le voit dans son col bien empesé et tout, et lorsqu'il cite au moment de les derniers mots, les dernières paroles avant la mort, où il dit à sa femme, « Toi, je ne sais plus comment elle s'appelait, je ne te remercie pas, tu n'as fait que ton devoir », et que je trouve admirable. Hein. Là, je sais pas, pour moi, c'est l'exemple même de cette connerie agissante. Bien, merci beaucoup Françoise. Ben, merci à vous d'avoir la patience de m'écouter. Merci. Donc, nous allons faire un petit entracte. Alors, c'est pas mentionné dans le programme, mais on va faire un petit entracte de 10 minutes. Le temps que Martin Legros, rédacteur en chef de Philo Magazine, et Frédéric Pagès, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation, s'installent. Voilà, 10 minutes d'entracte. À tout de suite et merci encore.